Merci Nataïef. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, docteur Telfort. C'est un plaisir et un honneur d'introduire le conférencier, docteur Marc Aurel Telfort, qui est un professionnel haïtien de la santé publique, détenteur d'un diplôme de docteur en médecine qu'il a obtenu de la FNP, d'une maîtrise en administration des services de santé à la FNP et à l'Université de Montréal et de diverses formations en Haïti et à l'étranger dans les domaines de la gestion et administration de programmes, en développement et gestion de projets, en économie de la santé, de leadership et en prise en charge des maladies transmissibles. De 1992 à nos jours, donc il a prêté et prête encore ses services comme manager au niveau communal, départemental, notamment dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, et aussi au niveau national, au niveau d'institutions sanitaires, de projets et programmes, tantôt pour le compte du ministère de la Santé et parfois pour plusieurs autres organisations non gouvernementales telles que les Centres pour le développement et la santé, Care Haïti, International Child Care. Docteur, et le slide suivant, s'il te plaît. Depuis 2019, il occupe le poste de coordonnateur national de programmes de santé au sein du ministère de la Santé et de la Population, notamment les programmes nationaux de contrôle de la malaria et de la filariose lymphatique. Il joue un rôle clé dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et les maladies tropicales négligées à travers le pays. Son travail vise principalement à renforcer la planification et la mise en œuvre de stratégies de surveillance, de prévention et de traitement afin d'améliorer la santé de la population. Fort d'une vaste expérience sur le terrain, il contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et aux initiatives de lutte pour l'élimination du pays de ces pathologies. Voilà, c'est la feuille de route de notre conférence de ce soir que nous accueillons avec bonheur et qui va nous présenter cette conférence. Donc, docteur Telfort, tu as le micro. Bonne participation à toutes et à tous. Oui, docteur Telfort, tu peux partager ton écran et commencer la présentation. Merci. D'accord, merci. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être avec vous sur le forum et de partager des informations relatives à cette problématique tant importante, comme a dit le docteur Donné, et en Haïti. Alors, et comme responsable du programme et de lutte contre la malaria en Haïti, je vais vous faire une présentation qui aura deux aspects. On va dans un premier temps regarder la malaria comme une problématique clinique et la réponse proposée par le pays, comment s'organise cette réponse. Et dans le deuxième temps, on regardera les aspects de santé publique. Et pour ce faire, et le plan que je vous propose, c'est déjà de regarder la problématique de la malaria, présenter son aspect focalisé et regarder les facteurs qui conditionnent la transmission. Rapidement, un petit rappel sur les manifestations cliniques et la prise en charge, comment elle est organisée en Haïti. Après, on regardera le problème de santé publique avec l'engagement du pays pour son élimination, l'organisation de la réponse de programme, la situation épidémiologique et bien sûr les défis et les perspectives et finalement pour en arriver à la conclusion. Que cela est un petit la problématique de la malaria. Et comme vous pouvez le voir, à gauche, on a un cycle sporogonique, c'est le cycle et chez le parasite, alors chez le vecteur, et à droite, c'est le cycle chez l'homme. Donc, si vous regardez en haut, c'est le point d'entrée où ça se passe avec un contact entre un moustique et l'homme, où ce moustique est infecté à partir d'un patient et injecte dans le sang de la personne exposée qui a été piquée des sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont rapidement migrer vers le foie et intégrer dans les cellules hépatiques, ils vont se multiplier pour devenir pratiquement des schizotes, et ces schizotes vont se rompre
pour encore infecter d'autres cellules hépatiques et qui constituent ainsi le cycle exo-érythrocytaire ou on pourrait dire le cycle hépatocytaire. Maintenant, la rupture de ces schizontes libère deux types de parasites. Il y a les formes, et je dirais, asexuées, que sont les trophozoïdes matures, qui vont migrer vers les cellules sanguines et constituer ainsi le cycle érythrocytaire, et à travers le sang, maintenant se propager dans tous les tissus et tous les organes du corps. Parallèlement, il y a également des gamétocytes, et ces gamétocytes qui circulent dans le sang, c'est ces gamétocytes qu'à la piqûre, le moustique va prélever naturellement. Les formes asexuées seront digérées et les gamétocytes vont, mâles et femelles, et continuer le cycle, c'est le moustique. Alors, chez le moustique, les gamétocytes mâles et femelles vont perdre leur flagelle, s'accommoder pratiquement pour devenir des ookinètes. Des ookinètes vont migrer pour devenir des oocytes, et ces oocytes vont migrer et pratiquement vers l'estomac et libérer maintenant des sporozoïdes dans les glandes salivaires du moustique. Et c'est ces glandes salivaires, et lors d'une nouvelle piqûre, que c'est cet trophozoïde que va pratiquement injecter le moustique dans le corps de la personne. Donc, cela voudrait dire deux choses. Ça veut dire, pour la transmission de la malaria, il faut qu'il y ait un parasite, il faut qu'il y ait un vecteur, il faut qu'il y ait une personne exposée, et ça se passe un petit peu comme ça. Et assez rapidement, nous pouvons dire que la malaria, c'est une pathologie focalisée. Pourquoi on dit focalisée? C'est que la transmission de la malaria suppose un foyer de transmission. Dès qu'on a un cas de malaria, ça veut dire qu'il y a en quelque part un foyer où cette pathologie a été contractée. Donc, pour le foyer, ça veut dire que dans cette aire programmatique, dans ce département, cette commune, cette communauté, en tout cas, il y a un pathogène qui est là. Et bon, on ne va pas revenir sur les différents types de plasmodium. Je dirais seulement qu'en Haïti, c'est le plasmodium falciparum qui est dit et transmettre la malaria, bien sûr. Et dans le temps, certaines études avaient rapporté, depuis avant SNEM, la présence de plasmodium vivax, ovalé et malarié en Haïti, mais à plus que 90%, c'était le plasmodium falciparum. Actuellement, et depuis plusieurs décennies, c'est le seul parasite retrouvé dans toute la détection de cas et à travers le pays. Il faut dire bien sûr que les moyens mis en œuvre ne permettent d'identifier que le plasmodium et falciparum, bien que en 2024, on a pratiquement identifié la présence d'un plasmodium vivax du côté de Tiburon. Mais pratiquement comme le programme, dans le cadre du programme, on avait développé seulement des thèmes de référence, il n'y avait pas vraiment de protocole biologique, donc on n'avait pas pu véritablement publier cette information. Donc nous continuons à dire que c'est le plasmodium falciparum en Haïti qui communique la malaria. Et là, on a développé un protocole et on va reprendre les investigations pour mettre en évidence il y avait des anglais de l'autre côté de la Grand'Anse, du côté de Iwa et de Anse-Deno également. Donc, on va reprendre les observations pour attester de la présence ou non d'autres pathogènes à travers le pays. Donc, ça prend la présence de l'agent pathogène, ça prend également un réservoir, il faut qu'il y ait des malades. Et on peut avoir, s'il n'y a pas vraiment de personnes malades, s'il n'y a pas de réservoir, il ne peut pas y avoir de transmission. Et ça prend également un vecteur. Chez nous, c'est l'Anophèle albimanus, mais sur les 1500 types d'Anophèle, en fait, il y en a 5 identifiés en Haïti, et c'est l'Anophèle albimanus qui est dit
et transmettre la malaria parce que c'est le vecteur biologique spécifique. Parce que c'est chez ce vecteur que se passe la transformation qu'on a montrée dans le cycle et chez le vecteur tout à l'heure. Et puis, bien sûr, pour le foyer également, ça prend une population exposée. Et on comprend que plus l'exposition à des piqûres de moustiques est évident, plus il y a possibilité donc de transmission de la malaria. Donc, ça veut dire, pour nous autres, chaque fois qu'il y a un cas de malaria, ça veut dire quelque part, il existe un foyer avec tous ces paramètres. Il y a un pathogène qui est là, il y a un réservoir, et il y a un vecteur qui est compétent, parce qu'on a également d'autres types de moustiques comme l'Aedes et le Culex qui transmettent d'autres pathologies, mais la présence d'un cas de malaria veut dire que ce vecteur-là, l'Anopheles albimanus, est présent dans cette communauté. Et puis, bien sûr, la population exposée. Ça voudrait dire que la transmission est fonction de l'écologie, de la réalité du système de santé, particulièrement l'accès aux soins, des habitudes de vie de la population, donc qui déterminent l'exposition, et bien sûr de deux facteurs particuliers, la réceptivité et la vulnérabilité. Nous allons y revenir. Alors, pour assez rapidement regarder les facteurs qui conditionnent la transmission de la malaria, on pourrait dire que ces facteurs sont divers. Il y a des facteurs en premier lieu liés à l'accès aux soins. On comprendra que la transmission de la malaria est avec un individu qui peut être malade ou alors un porteur sain, parce que c'est le cas dans plusieurs communautés chez nous. Plus la personne met du temps à diagnostiquer son problème de malaria et à initier une prise en charge, donc à éliminer les gamétocytes qui alimentent la transmission. Donc, ça veut dire que ça pose un problème de délai. Déjà, tout défaut de couverture en soins qui retarde la prise en charge, soit par manque de structure. Par exemple, c'est dans certaines communautés, par exemple, pour une commune, il n'y a qu'une seule institution sanitaire. Si tu as un pôle ou un autre de la commune, il y a l'éloignement de la population par rapport au site, il y a le blocage des voies d'accès, et les problèmes de transport, le coût des services, etc. Des fois, le service n'est pas disponible parce que les prestataires ne sont pas formés, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'intrants, ou alors le service est disponible, mais c'est l'habitude de la population à ne pas venir demander des services. C'est la non-utilisation des services disponibles, par manque d'informations, à cause des problèmes d'insécurité, les gens ne se déplacent pas, des rumeurs et certaines insatisfactions liées à des visites antérieures qui s'est mal passées au niveau du site de soins. D'autres facteurs sont liés à des caractéristiques même du vecteur. Donc, comme on l'a dit, il y a quand même une variété de vecteurs dans la zone. Est-ce que, à tout moment, il faut savoir, est-ce que dans cette zone-là, le vecteur compétent est présent? Et il faut regarder la densité du vecteur qui varie dans le temps, l'agressivité des vecteurs qui varie également selon les niveaux d'humidité ou de température. Et il y a les habitudes de vol, de piqûres, de repos, etc. Donc, la bionomie du vecteur. Donc, les facteurs liés au vecteur sont également fortement influencés par la température ambiante, les taux d'humidité, donc qui changent donc pratiquement l'agressivité, la densité vectorielle et l'agressivité du vecteur, et l'existence de conditions de multiplication de gîtes lavaires comme les périodes post-pluvieuses et bien sûr l'absence de contrôle vectoriel. D'autres facteurs sont liés à l'exposition, donc on comprendra mieux qu'au moment de la piqûre et qui se passe généralement en décours de journée ou au début de la nuit. Donc l'exposition par rapport à des conditions précaires de vie, des modes de protection individuelle, etc. Donc ça facilite les piqûres de moustiques et donc alimente la transmission de la malaria. Donc, il y a les deux facteurs particuliers qu'on avait cités tout à l'heure, résument un petit peu la transmission. Il y a le facteur de réceptivité, qui est quand même la capacité d'un écosystème à permettre la transmission des maladies en fonction des habitudes de vie, de type d'activité
et au niveau de la population, de l'activité économique particulièrement, de la capacité vectorielle, de l'histoire du paludisme dans la zone. Donc, s'il n'y a pas de pathogène, s'il n'y a pas de foyer, il peut y avoir pratiquement des vecteurs, ça ne va pas faire qu'il y a une transmission de malaria. Par contre, il y a un autre facteur qui est la vulnérabilité. Ce facteur, alors, influence l'importation de cas. Donc, c'est la mobilisation. Alors, je dirais, c'est l'exportation de la transmission d'une aire programmatique et impaludée à une autre aire par rapport à la mobilité de la population et qui fait pratiquement une importation de cas. Et pour illustrer, on peut regarder l'exemple de Grand-Rivière du Nord dans le département du Nord, et qui pendant un certain temps n'avait pas de cas, et brusquement, on a eu une flambée au niveau d'une section communale. Maintenant, quand l'équipe d'investigation est arrivée, donc on a mis la main sur une famille qui est venue d'une communauté de la Grand'Anse où il y avait une transmission importante de malaria et qui s'était implantée depuis tantôt 3 mois. Et c'est de là, et il y a eu la notion de fièvre. Un cas, et le paludisme a été diagnostiqué pour l'un des membres de la famille et c'est à partir de là qu'un foyer assez intense de transmission s'est implanté à Grand-Rivière et s'est étendu à les communes d'à côté comme Quartier-Morin et à Milo. Donc, il caractérise alors ce facteur de vulnérabilité et qui dépend de la mobilité de la population, va influencer l'expansion de la transmission de la malaria à travers le pays particulièrement, à travers les pays et particulièrement chez nous en Haïti. Alors, rapidement, on a dû quand même faire un petit rappel sur les manifestations cliniques et il faut quand même qu'on s'assure que il faut comprendre qu'il y a une forme simple et une forme grave. Et généralement, la forme simple, c'est des manifestations générales de fièvre, et souvent frissons, céphalées, asthénie, anorexie, nausées, vomissements, diarrhée. Et en zone d'endémie, où les gens ont eu l'habitude d'avoir des épisodes qui ont été traités, il y a comme à partir pratiquement d'une immunité relative qui s'est développée. Chez ces populations et dans les zones d'endémie, les symptômes sont frisques et des fois isolés ou le plus souvent asymptomatiques. Et là, par exemple, une équipe d'investigation est partie dans une commune du Sud, les Anglais. 6 personnes qui partaient travailler asymptomatiques ont été pratiquement convaincus et ils ont accepté de faire le test. Et sur les 6, 5 étaient positifs pour la malaria et avaient les gamétocytes dans leur sang. C'est pour dire qu'en zone d'endémie, et c'est une pathologie qui évolue mais qui fait peu de bruit. Et pour cette pathologie, il faut considérer les populations clés, ça veut dire les populations les plus fragiles, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les immunodéprimés et les populations déplacées, parce que dans ces populations, on retrouve des cas de malaria d'emblée graves et avec des évolutions rapides. Donc, à part les formes simples, il faut également regarder les formes graves. Les formes graves, c'est déjà avec les atteintes neurologiques, avec des manifestations diverses et présentant des symptômes qui peuvent présenter des symptômes de dysfonctionnement de tous les organes vitaux. Donc, on a des altérations diverses de la confiance allant jusqu'au coma, mais c'est un coma réactif, et des hémorragies rétiniennes, et la prostration, le collapsus vasculaire. Et les patients qui ont plusieurs critères, un ou plusieurs de ces critères, en général, doivent être pris en charge avec agressivité parce que c'est des évolutions qui se passent d'une seconde à une autre, d'une situation de malaria simple et à une évolution en forme grave. Donc, le diagnostic, je rappelle que depuis 2016, pratiquement, le ministère n'admet plus l'approche syndromique pour la malaria. Donc, un cas de malaria est dit un cas confirmé de malaria si un test biologique, soit la microscopie ou un test de dépistage rapide, de TDR, a été réalisé et ce test est positif. Donc, la signature du diagnostic du malaria est une signature biologique.
Donc, pour les TDR particulièrement, 3 tests sont admis en Haïti. Il y a le CARESTAT, il y a le First Response et SD Bioline. Alors, tous ces 3 tests et TDR sont, et en fait, utilisent, en fait, c'est du HRP2PF. Ça veut dire que c'est un test antigénique qui n'a la possibilité de mettre en évidence que le plasmodium falciparum. Et c'est peut-être pour ça qu'en Haïti, nous n'avons pas d'évidence d'autres gènes. Et j'ai parlé tout à l'heure de possibilité, de suspicion, c'est parce que fort de l'historique avec l'évolution des cas dans la pointe sud et en fait dans les communes et du département du sud et de la Grand'Anse. Donc, on a eu des histoires d'évolution insatisfaisante avec des tests qui se sont révélés positifs après le traitement, etc. Donc, on avait introduit un test qui, en fait, c'était un HRP de PFPV. Et là, on avait des suspicions sur plusieurs patients de présence de Plasmodium vivax. Et malheureusement, comme j'ai dit, on n'a pas pu publier, on n'a pas pu formaliser cette information parce que ça prend un protocole formel à mettre en place. Donc, on vient de développer le protocole avec le laboratoire national et la DELR, la direction d'épidémiologie, pour retourner sur le terrain et reprendre des observations pour pouvoir attester de la présence d'autres parasites. Parce que si effectivement c'est des affections mixtes ou bien c'est des affections à Plasmodium vivax ou à autre, donc toute la démarche va être un petit peu différente et ça expliquera un petit peu peut-être l'évolution de la qualité de la réponse au protocole de traitement. Ensuite, pour la prise en charge, il faut considérer pour la prise en charge de la malaria 3 éléments. L'espèce plasmodiale qui va déterminer la démarche et les molécules qui seront mobilisées, le statut clinique et le statut biologique du patient, des trouvailles constantes, surtout les trouvailles constantes, biologiques et cliniques, et surtout la sensibilité du médicament, la sensibilité du pathogène aux médicaments utilisés. Et Haïti, c'est l'un des rares pays où encore la chloroquine est efficace. Et vu que dans toute la zone et dans la plupart des pays, il y a une résistance à la chloroquine et certains partenaires dans d'autres pays, et ils sont surpris d'entendre que nous continuons à utiliser la chloroquine. Mais chez nous, c'est un petit peu la situation. Donc, on a parlé des statuts biologiques et cliniques. Généralement, pour le statut biologique, c'est un patient avec hypoglycémie, acidose métabolique, anémie normocytaire et hémoglobinurie, hyperlactatémie, insuffisance rénale aiguë. Et le statut clinique est caractérisé par une hépatomégalie, splénomégalie, des saignements spontanés anormaux. Ça peut être un édème aigu du poumon ou alors des manifestations neurologiques, comme on l'a dit, variées. Les symptômes peuvent être isolés ou s'associer à plusieurs ou alors se présenter sur toute la gamme. Alors, pour la prise en charge, à travers le pays, nous utilisons une association de chloroquine et de primaquine. La chloroquine, c'est contre les formes asexuées qui déterminent les manifestations cliniques et la pathologie chez la personne malade. Et la primaquine, c'est pour tuer les gamétocytes qui constituent la forme qui alimente la transmission. Donc, le schéma, c'est assez familier, mais il faut dire que la chloroquine, c'est toujours le traitement en 3 jours, et la primaquine, bien sûr, c'est à dose unique, la dose de chaque. Mais je rappelle que ce traitement est, en fait, et au moins pour le premier jour, est un traitement d'ordre, c'est-à-dire directement observé, supervisé. On vérifie que le patient a pris sa dose de charge. Donc, pour la primaquine, pratiquement, il faut quand même souligner à chaque fois qu'il y a des contre-indications, comme chez la femme enceinte, chez les enfants de moins de 6 mois, et chez les personnes avec une hypersensibilité chronique à la primaquine, et dans d'autres cas où une déficience en glucose 6-phosphate dehydrogénase est connue,
ou une personne avec une histoire d'anémie grave et après la prise de Primaquine. Et alors, à côté de ce traitement et de ce protocole de traitement pour les cas simples, chloroquine associée à la primaquine, plusieurs raisons peuvent expliquer que pour un cas simple de malaria, on utilise d'autres drogues. Soit parce qu'il y a une intolérance connue à la chloroquine, soit parce que le traitement n'a pas marché, parce qu'après 14 jours, et 14 jours après la première infection, le traitement a été réalisé et les symptômes cliniques et peut-être même la biologie a révélé la présence du parasite. Par exemple, et normalement, selon l'OMS, pour un patient avec une microscopie en J0, au troisième jour, en J3, la parasitémie devait diminuer de 75% et en J7 de 100%. Donc, nous avons pu retrouver des cas avec, et bon, naturellement, ça nous a été présenté sous forme de plus, et 4 plus en J0, 2, 3 plus en J3 et 2, 3 plus en J7. Ça voudrait dire qu'après le traitement, il y a de fortes suspicions qu'après le traitement, donc, la pathologie continue à évoluer et on est en train de mettre en place des dispositions pour attester ou non d'un échec au traitement de la chloroquine et de la primaquine. Maintenant, pour ce faire, donc à ce moment, on utilise des drogues de deuxième ligne. Donc, on a 3 associations. Le programme propose 3 associations au niveau du pays. C'est l'umefentrine associée à la TBT, en AL, et la tessunate associée à la clindamycine, et bien sûr la quinine associée à la clindamycine. Maintenant, pour les formes graves de malaria, en réalité, c'est un traitement qui est fait dans une institution de référence compte tenu des menaces, et je dirais, pour différents systèmes et différents organes du corps. Donc, cette prise en charge comporte donc un traitement d'urgence des menaces vitales et des fonctions, vitales, une surveillance rigoureuse des constantes, notamment de l'état de conscience, et bien sûr un traitement antipaludique spécifique, notamment à base de la tessunate. La tessunate, et dans le temps, c'était la quinine systématiquement, mais maintenant, et par rapport aux recommandations de l'OMS d'une part, mais par rapport aux observations de l'efficacité de la tessunate, souvent des patients en coma reviennent de leur coma après une première injection d'atessunate. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus rebelles et qui répondent après plusieurs jours ou allant jusqu'à peut-être une dizaine ou une douzaine d'injections. Cependant, il faut quand même s'assurer que pour les sites de prise en charge des cas graves de malaria, dans ces sites, la tessunate est toujours disponible. Et la quinine reste quand même une option acceptable, et si l'on ne dispose pas, au cas où l'on ne disposerait pas d'atessunate. OK. Donc, ça, c'était peut-être pour parler comme je dirais, en présentant la malaria comme, je dirais, un problème de santé, mais sous ses aspects cliniques, et comment le pays fait le diagnostic et aborde la prise en charge. Mais la malaria reste chez nous un problème de santé publique dans la mesure où, et pendant longtemps, elle a fait partie des 10 premières causes de morbidité et de mortalité. Bien sûr, sa situation a évolué actuellement. C'est pas forcément parce que ça a régressé, mais c'est parce que d'autres pathologies ont pris le relais, notamment des pathologies chroniques. Mais la malaria reste quand même une préoccupation de santé publique assez importante. Alors, pour ce faire, le pays s'est engagé dans un processus avec la République dominicaine, bien sûr, parce que c'est les 2 pays de la région où encore la malaria sévit à l'état endémique. Donc, ces 2 pays se sont engagés dans un processus d'élimination, ce qui reviendrait à pratiquement couper la transmission locale de la malaria. Donc, ça veut dire qu'il pourra toujours y avoir des cas importés et des personnes qui se seraient contaminées ailleurs et qui pourraient être diagnostiquées ici et être prises en charge. Mais pour une transmission locale, l'élimination signifie
arrêter toute transmission locale et avoir une incidence zéro de malaria. Et pour ce faire, là, ce slide, ce schéma retrace un petit peu l'évolution vers cette situation d'élimination avec les 3 piliers. En pilier 1, c'est une situation où on a, actuellement, c'est la situation du Grand Sud du pays, où on a beaucoup de cas, beaucoup en fait, une morbidité importante et même une mortalité et affectant et pas mal de communes. Le deuxième pilier, c'est une situation où on a des communes avec très peu de cas, quelques cas, des fois moins que 5 cas, et ou alors à ce moment, on est en situation de préélimination, et bien sûr, il y a une troisième situation où, et pendant plusieurs années, au moins 3 ans, et le département, la commune ou la communauté en question, et la localité n'a pas rapporté de cas de malaria. Donc, les interventions de programme et pour aller vers cette élimination, c'est de faire progresser toutes les aires programmatiques et en pilier 1 vers le pilier 2, puis vers le pilier 3. Donc, en pilier 1, il s'agit de développer des interventions majeures à grande échelle pour réduire la transmission, donc réduire la morbidité et la mortalité. Et pour passer à une situation beaucoup plus gérable en situation de préélimination. Là, en situation de préélimination, il y a des foyers isolés. C'est pour ça qu'on a très peu de cas. Alors, les efforts de programme sont des interventions ciblées, c'est qui ciblent véritablement les foyers de transmission. Et bien sûr, la troisième situation, c'est peut-être la situation d'un département comme le Nord-Est, où les 13 communes du Nord-Est, depuis tantôt et plusieurs années, n'ont pas rapporté de cas. Il y a bien sûr une commune, c'est la commune de Capoti en 2022 et en 2023, à chaque fois, qui avait rapporté un cas. Et il y avait également un cas sur la commune de Montorganisé, mais en fait, dans la plupart des cas, c'était des cas importés et des gens qui faisaient le va-et-vient en République dominicaine et qui ont dû se contaminer ailleurs ou une autre fois, un cas à Trou-du-Nord, mais c'était un chauffeur qui revenait d'autres départements et qui n'était que pour une période brève. Mais en réalité, c'est dans cette situation d'élimination, on a déjà tout ce département avec les communes. Il y a pas mal de communes du Nord qui sont en situation. Donc, c'est un petit peu ça l'engagement du ministère. Et l'idée, c'était, si on regarde le dernier plan stratégique 2020-2025, on est en train de formater un nouveau plan vers 2030. Donc, le plan de 2025 ciblait cette interruption à décembre 2025. On devait être à 0 cas depuis 3 ans, etc. Malheureusement, et on en est loin. Alors, pour ce faire, le programme est organisé en 5 axes d'intervention: la gestion de programme, la prise en charge, la communication pour le changement de comportement, la surveillance entomologique et la lutte antivectorielle, et bien sûr, la surveillance épidémiologique, le suivi et l'évaluation. Alors, dans ces 5 axes, pour la prise en charge, il faut regarder le diagnostic, le traitement, l'assurance et le contrôle de qualité du diagnostic, et l'approvisionnement en intrants, parce que pour traiter la malaria, on verra que il faut quand même que toute personne ayant la fièvre et dans un contexte d'endémicité de malaria est considéré comme un cas suspect et devrait avoir accès à un test et dans le cas de positivité à un traitement immédiatement. Le programme dit le diagnostic dans la plupart, au moins dans 50% des cas, dans les premières 48 heures et par rapport au traitement, initier le traitement dans les premières 24 heures après le diagnostic. Et pour la communication, pour le changement de comportement, ces activités au niveau institutionnel et communautaire d'éducation et de promotion de la santé. L'entomologie et la lutte antivectorielle regardent les variations dans la population du vecteur, donc enregistrent de manière continue tous les paramètres entomologiques, l'habitude, les changements d'habitude, les heures de piqûre et les habitudes de piqûre de repos et en vol du moustique. Donc, il y a des équipes d'entomologie qui font des visites d'investigation dans les communautés et enregistrent ces paramètres. Et bien sûr,
et cette surveillance entomologique oriente la lutte antivectorielle. Chez nous, et ça se fait à travers la gestion des gîtes lavaires, la pulvérisation d'insecticides intra- et extra-domiciliaires, l'utilisation de moustiquaires imprégnés et sur la base de distribution en campagne et dans les endroits à très forte transmission et bien sûr dans les cliniques prénatales, particulièrement pour les femmes enceintes et les institutions pour couvrir le besoin pour les populations clés. La surveillance épidémiologique, le suivi et l'évaluation, c'est la notification d'investigation systématique et des cas de malaria et d'investigation des flambées, suivi de ripostes appropriées et des cas. Et la gestion de programme regarde la planification, l'organisation, la gouvernance, la mobilisation de ressources pour alimenter la réponse de programme. Alors, ce slide donne une idée de l'offre de services en prise en charge malaria à travers le pays. Et la deuxième colonne, et ça c'est le réseau de soins avec les 1046 institutions réparties par département. Et la colonne où est archivée avec 747 institutions globalement à travers tout le pays sur les 1046 offrent des soins en malaria. Donc, ce qui représente 71% du réseau de soins. Déjà, je vous rappellerai qu'il est dit, et ça s'est peut-être aggravé avec les difficultés, l'évolution de la situation et socio et économique et la situation sécuritaire, en tout cas, ce système de soins couvrait pratiquement 47% de la population et sur ce système, pratiquement 71% offrent des services en malaria. Et je rappelle, la malaria intègre les soins primaires. En principe, tout site de soins devrait offrir des tests et alors le diagnostic et au moins le diagnostic rapide de malaria avec une prise en charge immédiate. Et on s'est arrangé pour que cette démarche puisse être gratuite pour la population. Donc, ces 747 institutions sont réparties dans les sous-secteurs publics, mixtes et privés. Mais ça voudrait dire que 299 institutions du réseau de soins offrent des soins, mais ne fait pas de diagnostic ni de prise en charge pour la malaria. Alors, ensuite, on a dans la colonne 9, c'est les agents de santé. Depuis 2018, le ministère autorise le programme à former, entraîner les agents de santé communautaires polyvalents à pratiquement appliquer le test rapide et pour les cas, à reconnaître déjà les cas suspects et à appliquer dans les communautés le test rapide et dans le cas de positivité, d'appliquer un traitement immédiatement. Donc, il faut dire que pratiquement et c'est, je dirais, cette partie du réseau de soins constituée par les 380 dans la grandance et les 257 agents de santé dans le sud qui effectivement font le test rapide. Et il faut dire que même dans ces départements, ces tests sont réalisés de manière sporadique, un petit peu plus régulier par endroit et moins de l'autre. Donc, malgré tout, et c'est ça qu'on a comme couverture pour la stratégie communautaire. La collaboration avec le secteur privé libéral, donc à travers tout le pays, et on a la répartition par département, il y a des prestataires privés qui collaborent au programme, donc on réalise des sessions d'orientation, on passe les directives, on approvisionne ces institutions et ils assurent le diagnostic et la prise en charge et nous communiquent les données. Et actuellement, on est en train de démarcher, d'officialiser ce circuit pour que toutes les données du système privé libéral soient et intègrent pratiquement le système national le système d'information unique au niveau national. Donc ça, c'est l'offre de soins pour la malaria. Bon, maintenant, ce schéma, par contre, résume un petit peu la surveillance épidémiologique. Et c'est, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus haut, là où il y a le carré. Ça, c'est une institution, c'est un site de soins où une personne est diagnostiquée positive. À ce moment, la personne est géolocalisée à partir de son adresse. Et il y a une équipe d'investigation qui rejoint l'adresse de la personne, établit un rayon de 200 mètres autour de cette maison. Et là,
discute avec les gens et teste pour la malaria et dans le cas de positivité, traite les gens. Et chaque fois dans ce rayon qu'on a un cas, qu'on dépiste un cas, automatiquement il établit un autre rayon de 200 mètres et on fait la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas et on arrête l'investigation. Ça, c'est la démarche proposée pour la surveillance. OK. Bon, maintenant, assez rapidement, la situation épidémiologique pour le pays, nous rappelons que c'est un climat tropical, Haïti, avec une pluviométrie pour les zones planes allant jusqu'à 400 mm l'an et jusqu'à 3000 mm pour les zones à relief. Donc, l'exposition de la population avant, jusqu'à 300 mètres d'altitude, on se disait qu'au-delà de 300 mètres d'altitude, pratiquement, il n'y avait pas de rapportage de cas de malaria. Et la transmission était surtout rurale. Actuellement, jusqu'à au-delà de 500 mètres, avec des zones avoisinant les 700 mètres et d'altitude, on retrouve des foyers de malaria en Haïti et la transmission est à la fois urbaine et rurale. Davantage urbaine par endroit que rurale, alors qu'initialement, c'était une transmission, c'était des foyers au niveau rural. Donc là, on a cité une localité de la Grand'Anse, à Ferraz, qui est une localité quand même vraiment au-delà de 500 mètres d'altitude, où on a des cas, des foyers de transmission importantes de malaria. Alors, c'est beaucoup d'informations, mais ce que je voulais peut-être attirer votre attention, c'est peut-être colonne rouge. Pratiquement, ces colonnes rapportent les cas de malaria de 2 par 24. Les colonnes avant, c'est le testing et les colonnes après, c'est l'incidence. Comme on voit globalement, si vous regardez la dernière rangée, le total par année, et on regarde le testing, c'est-à-dire avant les bâtonnets rouges, donc on voit que le testing diminue de 2019 à 2024. Donc on était à 266 000 tests, on est passé à 245 000, 234 000, 228 000, 180 000. Bon, il y a eu quand même, on s'est un petit peu repris à partir de 2024, mais en réalité, le dépistage de la malaria diminue en Haïti. Par contre, vous pouvez voir également que, et parallèlement, que on diminue les tests, donc les cas tendent de préférence à augmenter. Bien sûr, il y a une évolution en dents de scie, avec 21 000 cas en 2020, on est revenu à 10 000 2021, 14 000, 14 436, et en 2024, on a eu un boom, on est passé de 14 000 cas à pratiquement presque 39 000 cas. Et en 2025, ça n'a pas été différent. On est quand même au-dessus de 35 000 cas à travers le pays. Mais si vous regardez les rangées en bleu, c'est les 4 départements du Grand Sud, à savoir la Grand'Anse, les NIP, le Sud et le Sud-Est. Et vous verrez que la plupart du testing, le plus grand nombre de tests a été réalisé dans ces départements et c'est là qu'on a localisé le plus grand nombre de cas. Et si vous voyez l'incidence, peut-être qu'on pourrait choisir n'importe quelle année. Là, je choisis 2024. Vous verrez pour une incidence moyenne. Je rappelle que l'objectif du programme, c'était d'arriver à une incidence zéro. Donc, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de nouveaux cas pour une année. Là, on a une incidence de 3,13 en 2024 et de 2,85 en 2025. C'est parce que justement, dans certains départements, comme la Grand'Anse, on a eu une incidence à 40, et dans le sud à 15, et 8,44 dans les NIP, et pratiquement et un petit peu moins dans le sud-est. Donc, il y a une focalisation donc de cette transmission à travers les départements. Ce que pratiquement on peut retrouver sur cette courbe de suivi, et qui montre l'évolution en dents de scie. En bleu, c'est les cas, et en rouge, c'est l'incidence qui suit. Vous verrez que cette évolution en dents de scie est depuis pratiquement 2022-2023, avec une tendance à la hausse. Là, en 2024, c'était des données partielles jusqu'à septembre, mais en réalité, on a fini l'année avec pratiquement presque 39 000 cas, et en 2025, avec au-delà de 35 000 cas. Là, et je vous ramène les mêmes données en assurant les 4 départements du Grand Sud.
Et c'était pour montrer que ces 4 départements du Grand Sud réunissent une population qui représente 20% de la population du pays. En 2024, ces 4 départements ont réalisé 72% des tests et ont pu diagnostiquer 99% des cas. Donc, c'est 99% des cas de malaria. Et en Haïti, soit 38 101 sur 38 591 étaient diagnostiqués dans ces 4 départements, particulièrement dans la Grand'Anse et le Sud, et où la transmission est beaucoup plus intense. Cette courbe montre un petit peu l'évolution, je dirais, saisonnière de la malaria. Il y a 2 périodes de pic et d'augmentation des cas de malaria à travers tous les départements. Et pratiquement, c'est une période qui commence en novembre et qui finit en février ou en mars. Et une période, et pendant l'été, qui commence autour du mois de mai avec un pic en juin, des fois en juillet qui finit en août. Donc, ces 2 moments de l'année sont les périodes où on enregistre beaucoup plus de cas. Mais il faut dire que ces périodes correspondent justement à ce qu'on appelle les périodes post-pluvieuses. Donc, quelques semaines après l'arrêt des pluies, où automatiquement les gîtes commencent à produire, il y a une augmentation de la densité vectorielle et la transmission de la malaria repart, et des fois avec des pics énormes, ou alors avec de véritables plateaux qui ne diminuent même pas, et par rapport à l'insuffisance des actions qui sont menées. Là, c'est peut-être pour trancher, et là, regardons par trimestre, vous verrez que, en 2024, 28% des cas de l'année ont été diagnostiqués pour le premier trimestre, 15% au deuxième trimestre, 23% au troisième trimestre et 33%. Généralement, c'est les 2 pics, avec des fois des variations dépendant du département ou des phénomènes pendant l'année. Et la même situation en 2025, donc c'est pas différent. Donc 48% des cas en 2025 ont été enregistrés pendant le premier trimestre et on est passé à 21%. Naturellement, avec ces pics, chaque fois qu'il y a des flambées dans les départements, le programme réagit en mobilisant les ressources disponibles. Et alors, au deuxième trimestre, on revient à 21% et on a diminué progressivement jusqu'à 13% au troisième trimestre. On a essayé de 10 communes qui ont rapporté en 2024 et pratiquement un nombre de cas. Et ces 10 communes, dont 6 dans la Grand'Anse, 3 dans le Sud et une commune dans les NIP. Et ces 10 communes représentent 4% de la population, 474 000 habitants. Et ces 10 communes ont totalisé, je dirais, pratiquement la moitié de tout le testing au niveau national, mais ces 10 communes ont rapporté en 2024 85% des cas de malaria. Ça veut dire que c'est une focalisation de plus en plus chaque année de la transmission de la malaria dans de moins en moins de communes, mais avec des taux de positifs avec une intensité plus importante. Donc 10 communes, 85% des cas de malaria à travers le pays. Et là, c'est pour donner une idée des décès. Et de 2019 à 2024, l'évolution elle est un petit peu croissante. On a en théorie, on se dirait qu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais il n'y a aucune raison pour qu'on enregistre des décès par malaria en Haïti. Parce que pratiquement la démarche est simple, le traitement des cas simples, empêchant l'évolution vers la gravité, est une démarche relativement facile. Les prestataires sont pour la plupart entraînés à la prise en charge. Et dans les sites de référence, on s'est arrangé pour que la testinate soit disponible. Et on ne devrait pas, même pour les cas graves avec en coma, une prise en charge et devrait aider à empêcher ce décès. Malheureusement, on a cette évolution à travers le pays. Maintenant, en image, on peut regarder la répartition des cas. Si vous voyez les 4 couleurs en vert, c'est les endroits qui n'ont pas rapporté de cas. Pendant l'année, en juillet, les endroits et les communes sont dans cette situation. En jaune, c'est les communes qui ont rapporté de 1 à 4 cas, et concernant 25 communes du pays. En marron, c'est les communes qui ont rapporté entre 5 et 49 cas, et concernant 26 communes du pays. Et bien sûr, en rouge, c'est les communes qui ont rapporté plus que 50 cas,
Et là, en 2024, c'était 34 communes à travers le pays, totalisant 38 591 cas. Et sur la carte, vous pouvez voir les dans le nord qui est en haut, une demi-balai dans le centre, toutes les foyers à forte transmission se situent dans les 4 départements du Grand Sud avec une prédominance dans la Grand'Anse et le sud du pays. Cette carte montre l'évolution de l'incidence. Je rappelle que l'objectif à l'incidence à 0. En vert léger, c'est une incidence à 1 à 3. Vert intermédiaire et vert foncé, c'est à partir de 3, plus que 3%. Et vous voyez que l'incidence de la malaria est de plus en plus élevée dans les mêmes zones avec, bon, on n'a pas montré, mais c'est dans les mêmes endroits où on a les taux de positivité qui traduisent l'intensité de la transmission de manière importante. C'est un petit peu ça que je devais présenter comme situation épidémiologique. Et dans les défis, on comprendra que la prise en charge de la malaria suppose, donc, c'est comme une démarche, c'est un véhicule qui grimpe une pente, donc on accélère constamment. Quand on décélère, automatiquement, il n'y a pas de plateau, on a un effet rebond. Donc, c'est ce qui se passe dans les communautés avec la transmission de la malaria. Donc, avec l'insuffisance de ressources et donc l'insuffisance dans la réponse, soit en termes de délai, soit en termes de dimension par rapport à la réponse à donner, donc ça pénalise et qui explique peut-être toute l'évolution qu'on a sur la malaria, de sorte que toutes les actions menées sur les communes en rouge, comme vous l'avez pu le voir, restent quand même inefficaces. Et c'est des foyers, sur le Grand Sud, ce qu'on a montré là, c'est des foyers qui sont là pour certains depuis plus que 10 ans. Et malgré les interventions dans ces foyers, on n'arrive pas vraiment à changer ces statuts-là, liés à des contraintes matérielles au niveau du programme. C'est des difficultés à garantir la disponibilité permanente des intrants. Sur le terrain, le manque d'autonomie aux différents niveaux du programme, et la dépendance, par exemple, de la périphérie du niveau central, la lenteur dans la mise à disposition des maigres et du maigre financement, donc les ressources pratiquement mobilisées pour la mise en œuvre de ce programme viennent de la collaboration et du support financier du Fonds mondial, et les fonds rendus disponibles par rapport aux modalités de transmission, aux modalités de mise à disposition. Donc la lenteur pénalise encore les programmations pour la malaria. Manque de flexibilité dans l'utilisation des ressources, manque d'implication des prestataires du réseau de soins, et notamment du secteur libéral privé, le manque d'implication des communautés, malgré qu'en des endroits, comme par exemple dans le Grand Sud, on a pu mettre en place, par exemple pour le sud de la Grand'Anse, dans la plupart des communes avec en SCAT 4 et en rouge, on a mis au moins un comité de santé communautaire dans chaque section communale, permettant à la population de contribuer dans la réponse. Le manque d'implication des communautés concernées, donc des collectivités, et maintenant le manque de support de la gouvernance, et pratiquement à tous les niveaux, aux différents niveaux du pays. Les perspectives, donc le plan stratégique qui représente le cadre d'orientation du programme et au niveau national est arrivé à échéance en décembre 2025, alors qu'on ambitionnait qu'en décembre 2025, on serait à 0 cas de malaria. Là, en décembre 2025, pour l'année, on a comptabilisé 35 465 cas. Donc, on est loin de notre objectif d'élimination. Donc, avec ça, on est en train finalement de programmer pratiquement et reformater un nouveau plan stratégique à échéance de 2030 pour pratiquement corriger. Alors, dans ce plan qui est presque fini maintenant, on a beaucoup d'innovations pour essayer pratiquement d'adapter les stratégies compte tenu de l'évolution de l'environnement, de l'évolution du paysage de financement, de l'évolution du système de soins et de l'accès aux soins en Haïti. Donc, on a dû quand même adapter
les stratégies du plan de réponse pour les 5 prochaines années pour pouvoir espérer être plus efficace dans la réponse contre la malaria. Et on ambitionne également de renforcer la décentralisation de l'implémentation du programme, mettre le paquet beaucoup plus sur la périphérie, d'autant qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les niveaux intermédiaires et centrales de supporter la périphérie, de garantir une disponibilité des services dans tous les réseaux de soins, de renforcer et réorganiser la stratégie communautaire. On veut mettre en place des mécanismes d'implication d'autres secteurs. Et le ministre actuellement a déjà contacté d'autres ministres comme le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics. On devrait aller également vers le ministère de l'Agriculture pour avoir des actions concertées et qui constituent quand même un élément de réponse à la transmission de la il faut poursuivre l'investigation, on prévoit de poursuivre l'investigation pathogène. Donc, on va reprendre ces investigations-là en début 2027, investiguer et monitorer l'efficacité de la réponse au traitement, parce qu'en réalité, la réponse au traitement est arrêtée. Et alors, cette surveillance de l'efficacité du traitement est réalisée de manière continue à travers la surveillance moléculaire, mais cette surveillance moléculaire est arrêtée depuis 2021 parce que le programme avait été à court de ressources, on ne pouvait pas financer. Donc actuellement, en attendant qu'on relance, on est presque à point pour redynamiser, remettre en opération la surveillance et du traitement. Donc actuellement, il faut croire que le programme avance les yeux fermés. La surveillance du traitement étant, alors il y a également, après, à part la surveillance moléculaire, on devait également, on s'était proposé dans le plan stratégique antérieur de réaliser des études d'efficacité thérapeutique, ce que, faute de ressources, on n'a jamais pu faire. Donc, on prévoit également de renforcer les capacités et l'intégration de la surveillance épidémiologique et de la surveillance entomologique. C'est une investigation complète. En général, pour tout cas de flambée doit être investigué, que ce soit la population de vecteurs, que ce soit le réservoir de patients. Rendre opérationnel le registre national de foyer, améliorer la gestion et l'approvisionnement des intrants, renforcer la participation communautaire et l'implication de la société civile et mettre en place un financement optimal qui puisse garantir la mise en œuvre continue de toutes les interventions et les stratégies du programme. Alors, finalement, est-ce qu'on peut se dire que Haïti a les moyens de sa politique et se disant que l'élimination de malaria en Haïti est possible? Au niveau du programme, on croit que oui. Dans le schéma que j'ai montré avec l'évolution de la courbe, vous verrez qu'en 2018, on avait notifié 8000 cas et on ambitionnait 2019 avec moins que 5000 cas. On est dans la logique d'une évolution vers 0 cas. Et malheureusement, pays LOC et ambiance Covid, toutes les difficultés au niveau du pays ont amené à pratiquement un gel au niveau de tous les programmes, donc de ce programme. Et là, on est passé en 2020 à 21 000 cas. Donc, particulièrement dans le sud de la Grand'Anse, et surtout, ces 2 départements ont été, pendant la période, frappés de malheur avec le cyclone, un tremblement de terre, puis des cyclones qui a créé une situation d'urgence. Et à ce moment-là, le PNUD, qui était le principal récipiendaire du Fonds mondial pour la malaria, qui était le partenaire privilégié, gérait les fonds d'urgence. Donc, le programme avait développé des plans de contingence et des actions dans les différents foyers, et toutes ces interventions ont bénéficié de l'effort de ce financement d'urgence. Et en fin 2021, on est passé de 21 000 cas, on est revenu à 10 000 cas. Ça voudrait dire que sans ajouter d'autres interventions, sans réinventer la roue, on peut effectivement, si la planification peut être mise en œuvre, si les ressources sont mobilisées, si tous les acteurs du système sont mobilisés, oui, l'élimination de la malaria en Haïti n'est pas une chimère. Elle ne nécessite même pas de réinventer la roue. Il s'agit d'approcher avec compassion les communautés touchées, de se déterminer à l'action continue et systématique
qu'implique l'engagement pour l'élimination de cette pathologie. Ainsi, il faudra, malgré les difficultés actuelles du pays, difficultés environnementales, et trouver l'harmonie entre les actions en prévention, les actions en surveillance, le contrôle vectoriel, la gestion des cas et la communication pour le changement de comportement et l'engagement communautaire grâce auquel tous les foyers de malaria seront contrôlés et la transmission de la malaria arrêtée en Haïti pour se dire qu'on est en situation d'élimination. Là, on n'est presque même pas, compte tenu de la situation présente, et en mesure de dire qu'on peut fixer cet objectif pour 2030. Ça sera probablement évoluer, avoir une évolution à au moins 70% en 2030 et pour certifier, bien sûr, cette élimination probablement en 2035. Je m'excuse d'avoir été aussi long, c'était par souci de donner le plus d'informations possible, mais j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Merci de votre attention et je suis disponible pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup, Dr. Telfort, pour cette présentation très exhaustive. Et je demande, est-ce qu'il y a des participants dans l'audience qui ont des questions pour le Dr. Telfort? Si oui, vous pouvez directement, si vous ne pouvez pas lever la main, vous pouvez directement enlever le mute et poser la question. On peut utiliser le chat aussi, docteur. Oui, vous pouvez aussi utiliser le chat. Oui, docteur Delaunay, je vois que vous avez la main levée. Oui, merci, docteur Hippolyte. Je remercie notre conférencier, docteur Telfort, et je veux également le féliciter pour sa prestation de ce soir. Et je voudrais quand même demander au docteur Telfort, alors, je le féliciter aussi d'être assez optimiste en pensant que l'élimination n'est pas une chimère pour nous. Même si actuellement on ne peut pas y penser, vraiment, il faut reculer l'échéance. Mais le ministère, j'ai l'impression, à écouter le docteur Telfort, fait de son mieux au niveau du programme. Et il y a tellement d'embûches, tellement de challenges, de difficultés, que l'action du ministère seule ne peut suffire. J'ai retenu aussi que le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministre actuel, a déjà contacté plusieurs autres ministres. Et Dr. Telfort a parlé également qu'il nous faut, dans les perspectives, qu'il faut penser à intégrer les autres secteurs. Mais jusqu'à présent, ces autres secteurs semblent être muets, sans être indifférents par rapport à ce problème de la malaria et à presque tous les problèmes de santé. Parce que la malaria, comme vous l'avez dit, docteur Telfort, a un aspect de focalisation et environnemental. Un aspect environnemental, c'est un problème également d'environnement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, docteur Telfort, qu'il y a un brin de collaboration déjà entre le travail que fait le programme national contre la malaria et le ministère des Travaux publics, par exemple? Oui, et en réalité, je dirais que les foyers les la plus forte, avec les taux de positivité les plus élevés, avec les incidences, les taux d'incidence les plus élevés, dans ces foyers, dans une génération, il y a une composante vectorielle qui est importante. Et on pourrait peut-être regarder des changements de statut de certaines communes. Par exemple, si on regarde communes comme les Abricots de la Grandance, et c'est une commune où il y avait quand même une certaine transmission de la malaria.
à la faveur du passage d'un cyclone, il y a eu un tronçon de route qui a été pratiquement reprofilé, donc qui n'était plus praticable. Ils ont dû quand même dériver cette route et l'ancienne route s'est constituée en un véritable gîte permanent. Automatiquement, dans les semaines, en fait, les mois qui ont suivi l'installation de ce grand gîte, automatiquement, le profil de la malaria dans cette commune a changé. Donc, on avait des flambées à répétition dans plusieurs sections communales proches de ce site et pratiquement, et même des cas graves et des décès sur cette commune. Et bon, c'était une casse-tête. Et on pourrait, par exemple, citer également une autre commune comme les Anglais, où un grand gîte lavé le long même du village, mais du côté du littoral, alimente une transmission de manière permanente. C'est une commune de un petit peu plus que 5 habitants, et pratiquement, et les Anglais en 2024 avaient rapporté plus que 6500 cas de malaria. Or, si on regarde en termes de stratification, la zone suburbaine au voisinage de ce grand foyer-là, pratiquement, a rapporté l'essentiel des cas. C'est fou dire que si on regarde les gîtes lavés, notamment les gîtes permanents, producteurs de grandes quantités de vecteurs, sont à la base de cette transmission active et des fois, dans la plupart des cas, nécessitent une intervention rapide. Et dans le cas pour les abricots qu'on a mentionnés, donc c'était pas facile de mobiliser parce qu'il n'y a pas vraiment de créneau, à moins peut-être de contact personnel pour mobiliser cet autre secteur-là. Donc on a dû porter ce besoin au niveau du CCM. Et comme la première dame était présidente d'honneur du CCM, elle a transmis cette directive et elle a transmis cette information au ministère des TPTC qui a autorisé la direction départementale à mobiliser des équipements lourds et ils ont pu quand même intervenir sur ce gîte et en remblayant d'un côté et en l'autre sur ça. Donc je prends cet exemple pour dire que effectivement, et beaucoup de secteurs ont leur quote part à apporter dans la lutte contre la malaria. Il n'y a pas un pays qui ait pu éliminer la malaria sans une implication de tous les secteurs, notamment je dirais une appropriation même de la lutte par les communautés. Donc, il y a le ministère des Travaux publics, parce que pour certains gîtes-là, on ne peut pas intervenir, par exemple, pour drainer ou pour modifier l'environnement. La seule chose qu'on puisse faire, c'est pratiquement l'ensemencement de poissons larvivores qui vont se nourrir des larves et pratiquement réduire la production de vecteurs. Automatiquement, cela nous prend une collaboration avec le ministère des TPTC, le ministère de l'Agriculture. On est en train de mettre en place une parcelle avec le ministère de l'Environnement. Et il y a d'autres ministères qui interviennent, par exemple socialement, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la condition féminine, ou des organisations et de la communauté pourraient être mobilisées et comme on a essayé de le faire à travers la mise en place des comités de santé communautaire, aidant un peu. Par exemple, une des choses qui pourrait aider, c'est faire en sorte qu'il y ait des relais au niveau de la communauté à encourager les gens avec la fièvre d'aller se faire tester pour la malaria. Donc, ça aurait pu permettre de détecter les cas précocement et de réduire les temps de transmission pour pratiquement éliminer les cas graves, parce que les cas graves proviennent des cas simples où l'initiation du diagnostic et le traitement est réalisée tardivement. Toute démarche pouvant aider à orienter les personnes avec la fièvre vers un diagnostic déjà gratuit peut aider effectivement à casser la transmission. C'est pour ça qu'on est optimiste, parce que le problème est bien identifié, les déficits sont là, le réseau de soins, on l'a vu, il y a pas mal d'institutions qui ne sont pas impliquées, même les institutions qui sont impliquées, en général, très peu de prestataires dans ces institutions sont vraiment motivés à accompagner le programme. Il y a un réseau d'agents de santé mobilisables, mais moins que 17% de tout le réseau d'agents de santé participent vraiment au test 108 et de manière sporadique et même pas de manière régulière. Il y a un pan
la population qui n'est pas couverte, automatiquement, il faudrait qu'il y ait mettre en place d'autres points de service. Il y a des endroits où, par exemple, on aurait pu, à travers la collaboration renforcée avec le secteur privé libéral et pratiquement combler les trous de service. Donc, il y a pas mal d'interventions, que ce soit dans l'un ou dans l'autre des champs qu'on a montré, les 5 axes d'intervention qui sont identifiés. Donc, il faut mettre les ressources et appliquer la bonne volonté nécessaire. On est sûr que les réponses seront au rendez-vous si véritablement on arrive à mettre en place ce qu'on a mis sur le papier. Donc, Telfort, dans la préparation du prochain plan stratégique de lutte contre la malaria, est-ce qu'on peut espérer des sessions de travail avec les autres secteurs, les autres ministères, pour qu'ils puissent identifier l'action qu'ils doivent mener, ce qui dépend de leurs compétences, et qu'ils puissent également planifier leurs interventions et comment je dirais, intégrer tout cela dans un seul plan avec le programme du ministère. Est-ce qu'on peut espérer? Oui. C'est inscrit noir sur blanc dans notre plan stratégique, mais avec la différence que pour cette fois, on s'est dit, il n'est pas suffisant de mettre ça dans un plan. Il s'agit de construire ces passerelles. Donc déjà, par exemple, il y a un forum comme ça mis en place par le ministère de l'Environnement où j'interviens et on est en train de réfléchir à la mise en place d'un cluster et un groupe de travail multisectoriel pour aborder les problèmes environnementaux en général, mais notamment les maladies transmissibles par vecteur, dont la malaria en Haïti. Donc, on a déjà démarré les discussions. Le ministre a un petit peu relayé nos plaintes en déjà établissant les premiers contacts avec les ministères et avec plusieurs ministères, et on ne va pas en arrêter là. Il y a tout un listing qui est fait au niveau du draft du dernier plan stratégique qu'on est en train de finaliser pour pouvoir véritablement mettre en place des mécanismes vrais de collaboration avec les autres secteurs, notamment dans les endroits où on a cette transmission active. On a remarqué, comme je l'ai montré tout à l'heure, et 99% des cas sont notifiés sur des espaces vraiment restreints, 85% dans de petites communes à travers la pointe ouest du pays, donc le grand sud du pays. Oui, effectivement, donc on prévoit de le faire et il y a d'autres stratégies comme par exemple la mise en place de points de service. Le nouveau plan stratégique ambitionne de mettre en place pratiquement et à travers toutes les communes du pays environ 651 nouveaux points de service. Qu'est-ce qu'un nouveau point de service? Par exemple, on se dit que pour une commune comme les Anglais, où il y a 35 000 habitants répartis dans toutes les communes, dans toute la commune, il y a une seule institution sanitaire au niveau du village, mais qui est basée à un pôle de la commune. Automatiquement, ça fait des aires à couvrir. Si on regarde une institution comme une école où il y a des enfants qui viennent chaque jour dans un espace où, on l'a dit tout à l'heure, il y a une transmission active avec beaucoup d'asymptomatiques et donc beaucoup de porteurs qui transmettent la malaria. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on n'installe pas au niveau de ces écoles des points de service. Ça veut dire que si c'est assez léger, c'est comme on l'a fait pour les agents de santé. On forme quelqu'un, on l'entraîne à identifier les symptômes, à appliquer le test. Et si le test est positif, dans un premier temps, ça sera d'appeler l'agent de santé. On va commencer avec les tests et d'appliquer et à faire en sorte que l'agent de santé puisse appliquer le traitement. Et par après, quand ils seront en mesure de le faire, comme dans les communautés de pays qui ont pu éliminer la malaria, ils vont pouvoir appliquer le traitement. Donc, là, j'ai pris l'exemple des écoles, mais c'est tout espace au niveau de la section communale, au niveau des localités, disposant d'une administration pouvant aider à structurer cette réponse. Alors, en moyenne, ça ferait par année, pour une commune déterminée, entre 4 à 5 nouveaux points de service comme ça. Donc là, c'est par exemple, j'ai autant de stratégies, sans compter d'autres stratégies d'administration réactive de médicaments, et dans certains cas, notamment dans cette 10 communes, et par moment, et avec les flambées d'administration de masse de médicaments, nous pouvons nous aider à casser la transmission. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce nouveau plan stratégique qui devrait, si
elles sont effectivement mises en œuvre et nous aider à carrément renverser la tendance et qui s'est approché, sinon, et atteindre l'élimination en 2030. Bon, et on est raisonnable à considérer une amélioration de tous les indicateurs à au moins 70% en 2030, mais si les ressources sont là, tous ces objectifs, avec notre consultant, on a mis au moins. Donc, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a prévu et dans le plan pour l'objectif 2030. Merci, docteur. Merci, docteur Telfort. Par exemple. OK, merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Il y a un remerciement dans le chat. Attends, il y a une question aussi. Attends, je vois. Ma question est la suivante. Le MSPP vise l'élimination ou l'éradication de la malaria. Quelle est la différence entre ces deux termes? Il y a une question dans le chat pour. Oui, d'accord, merci. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élimination, et alors si on regarde du point de vue géographique, l'élimination d'une pathologie, c'est le fait, et pour la malaria particulièrement, c'est le fait d'annuler la transmission locale, de faire en sorte que, comme je l'ai montré sur le schéma avec les 3 piliers, de faire en sorte que tout le pays soit en pilier 3, ça veut dire rapporte 0 cas de malaria. Donc, il n'y a pas de transmission pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans au moins. Et à ce moment, on met en place un système de surveillance permettant d'empêcher la réintroduction des foyers. Même quand on peut avoir, avec un système de surveillance, dès qu'il y a un cas suspect, le cas est diagnostiqué et rapidement et la prise en charge est assurée. Donc, le cas importé n'a pas le temps d'installer de nouveaux foyers. Ça, c'est l'élimination. Donc, pour un pays, l'élimination consiste à faire ça, de faire en sorte que la transmission locale de la pathologie n'est plus faisable. Mais maintenant, l'éradication va un petit peu plus loin. Là, l'éradication concerne le niveau, je dirais, un niveau mondial. Mais pour certaines pathologies, on considère également l'éradication du point de vue régional. Par exemple, on prend la région des Amériques, on peut prendre toute la région des Amériques. Donc, il y avait, par exemple, un projet d'éradication de la polio des Amériques. Donc, ça concerne un certain nombre de pays, peut-être tout un continent. À ce moment, on est dans une logique d'éradication. Mais pour les pays, au niveau pays, on parle de préférence d'élimination. Ça veut dire que cette pathologie n'est plus présente activement et n'est plus transmise activement à travers l'aide du pays. OK, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres participants de l'Assemblée qui auraient des questions pour notre présentateur? Si oui, vous pouvez démute votre microphone et poser la question. OK, il y a un encouragement dans le chat qui dit compliment, j'ai beaucoup appris, merci, à continuer à encourager les autres secteurs. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, donc je passe la parole au docteur Delaunay. Mais si vous permettez avant, et je remercierai l'assistance de leur patience, de toute la patience et à m'écouter. J'espère n'avoir pas été trop ennuyeux. Et vraiment, et le programme vise à trouver et je remercie la coordination du forum de nous avoir invités parce que l'une des choses qu'on veut faire, c'est nous rapprocher de tous les sous-secteurs et de rendre les informations disponibles et qu'il y ait une information actualisée disponible à tout moment, que les directives soient accessibles, que toute la démarche du programme soit appliquée à travers le système de soins pour permettre effectivement d'avoir un meilleur niveau d'efficacité. Donc, ça a été vraiment, et je pense que cette discussion-là s'est inscrite dans la logique même de ce qu'on veut faire en rapprochant les professionnels des différents sous-secteurs à travers le pays. Et là, vraiment, au nom de tout le programme pour le ministère, je vous remercie de cette opportunité. Je peux poser une toute dernière question, Nataef, si tu permets. Oui. Oui, allez-y. Oui, docteur Telfort, si j'ai bien compris,
et le test, alors quand on a la suspicion clinique, il faut faire le test avant de traiter. La Oui. question que je voudrais poser, est-ce qu'il n'y a pas de faux négatifs? Bon, D'accord. absolument. Et oui, merci de la question. Effectivement, et à chaque fois, et par exemple, les deux moyens diagnostiques, c'est les tests rapides la microscopie. Souvent, on a beaucoup de faux résultats, fausses positivités ou fausses négativités déjà par rapport à l'application de la procédure. On l'a observé par exemple avec les agents de santé. Il y en a qui, déjà pour je dirais, le spécimen, la quantité de sang à utiliser, donc soit ils mettent plus, soit ils mettent moins. Le temps d'attente pour la lecture, soit ils mettent pas assez de temps, ils n'attendent pas assez. À ce moment, il y a beaucoup de résultats et malheureusement, la microscopie au niveau, malgré les directives du programme, n'est pas réalisée de manière systématique à pouvoir, et je dirais, confirmer la positivité. Même pour des institutions de niveau tertiaire avec une bonne capacité résolutive, le simple fait que par exemple, du temps du test, 10 minutes pour le test rapide et peut-être, des fois, on donne rendez-vous pour revenir le lendemain pour un patient qui a bénéficié d'une microscopie, automatiquement, les gens vont vers le test rapide et souvent, par rapport au non-respect de la procédure pour appliquer le test rapide, souvent, on a beaucoup de fausses positivités ou de fausses négativités. Donc, le système de contrôle et d'assurance qualité veut que, au niveau des institutions, 10% des lames positives, des lames négatives et toutes les lames positives soient conservées pour être récupérées et acheminées au niveau du laboratoire national pour vérification. Donc, cela nous permet d'attester des taux en fait, de quantité de fausses positivités ou de fausses négativités par rapport au diagnostic posé et ça participe pratiquement au contrôle de qualité du diagnostic de la malaria. Je vois, mais dans ce cas, en cas de forte suspicion clinique et en cas de test négatif ou bien douteux, et puis si on a éliminé une autre pathologie fébrile, est-ce que dans certains cas, on peut faire un traitement d'épreuve? Oui, en réalité, je suis la personne la moins bien placée pour recommander le traitement d'épreuve. Parce que, comme je l'ai dit, la malaria étant une pathologie focalisée, quand on a un cas, ça veut dire qu'il y a un foyer, on est intéressé à pouvoir investiguer et ce cas pour remonter au foyer et avoir des actions environnementales, des actions sur les autres cas contacts, etc., pour essayer de gérer ce foyer-là. Mais par rapport à l'évolution éventuelle pouvant d'un cas simple aller vers la gravité et de gravité vers la mort, personnellement, tant systématiquement à le dire, je ne suis pas le seul, c'est la tentation et par un patient. Le seul problème de ce fait, c'est que on ne peut pas comptabiliser parce que les logiques n'ont pas été stables. Mais oui, que ce soit la prise en charge moi, personnellement, en dehors de toute norme, il ne faut pas de ne pas être impatient. Ça ne peut pas faire plus de mal que de perdre patient. OK, merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je passe la parole au docteur Delaunay et pour la clôture. Et je remercie encore le présentateur pour la présentation qui était très exhaustive et qui nous donne aussi une touche d'espoir dans la lutte que le pays mène contre cette maladie qui traîne depuis des décennies. Merci, docteur Delaunay. Merci beaucoup, docteur Hippolyte. Et docteur Telford, je ne sais pas si vous aviez pensé à des messages clés, à des take-home messages pour nous, non? Je dirais que la malaria, c'est une pathologie mal comprise en Haïti.
parce que banalisé par une certaine population, par exemple, et on donne des moustiquaires pour que les gens dans ces foyers à forte transmission donnent de la moustiquaire et les gens, ils vous disent, ah, je préfère revendre la moustiquaire pour avoir de quoi manger. Maintenant, le traitement étant gratuit, je me ferai traiter si j'ai la malaria. Donc, les gens s'y banalisent et ne regardent même pas les effets d'un cas grave de malaria. La deuxième chose, c'est que l'offre de soins, par rapport à l'offre de soins en malaria en Haïti, il y a beaucoup à faire, que ce soit le réseau de soins et public-privé mixte et au niveau national, que ce soit le système libéral, que ce soit le niveau communautaire, il y a beaucoup d'espace à combler, beaucoup et je dirais de gaps à combler en termes d'offres de soins. Il y a à améliorer l'utilisation des services. En matière de lutte antivectorielle, il y a à se mettre ensemble avec les différents secteurs pouvant aider à agir sur l'environnement, parce que pour beaucoup, la population de vecteurs compte pour beaucoup dans la transmission de la malaria en Haïti. Et il s'agira, bien sûr, d'avoir un système d'information efficace, une surveillance épidémiologique, entomologique et un suivi, évaluation de pourtant de disposer à travers le système d'information, donc d'informations permettant une prise de décision opportune, ça veut dire immédiate et efficace, avant que les évolutions malheureuses se produisent dans les communautés. Et donc, je vous remercie, Dr. Telfort. Je vous félicite également pour ce travail de première qualité que vous nous avez offert. Et je remercie le comité de pilotage qui a organisé la conférence et particulièrement le docteur Eunice Desrivoire-Mérizier qui nous a introduit le conférencier et également le docteur Nathanaël Hippolyte qui est notre modérateur du jour. Et je veux également remercier l'assistance, ce public ou encore ce groupe d'invités qui nous est resté fidèle jusqu'à ce moment et qui est resté fidèle également à toutes nos préparations, toutes nos sessions de conférences jusqu'à présent. Et cela, c'est une marque de sympathie, une marque de collaboration que nous apprécions beaucoup. Et nous pensons que ce qui a été dit ce soir, toutes les données scientifiques, les données pratiques et les données de terrain qui nous ont été exposées et cette évolution du programme national de lutte contre la malaria, tout ceci va nous être utile pour comprendre le problème de cette maladie dans le pays, également le problème de presque toutes ces maladies infectieuses dont le système de santé haïtien, auquel le système de santé haïtien doit faire face. Et cela peut nous motiver à continuer à réfléchir sur ces différents problèmes de santé, ces différents programmes de lutte. Et c'est pourquoi le mois prochain, ce mois-ci alors, notre prochaine conférence devrait se tenir le 22 juillet. Le 22 juillet, le 4e mercredi de ce mois, qui est le 22 juillet, sur un autre programme national, celui de la tuberculose, pour également discuter de l'état des lieux de la lutte contre cette maladie, contre la tuberculose, et également les perspectives à envisager pour une amélioration de la situation. Donc déjà, je vous invite à cette prochaine séance du 4e mercredi de juillet. Si je pense que nous aurons fini, on aura fini avec la Coupe mondiale de football et on n'aura pas de conflit d'agenda. Donc, je vous remercie encore d'avoir participé à cette session et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt.
Merci, bonne soirée à tous.